Bonjour et bienvenue à cette installation et post-installation d'une Ubuntu 20.4 de Canonical. Nous sommes le lundi 4 mai, il est presque midi, et nous avons encore quelques heures à faire cette install et petite post-installation. L'idée c'est pas de faire quelque chose le plus rapide possible, mais essayer de faire la chose la plus complète possible, de voir toutes les étapes à la fois de l'installation et surtout de la post-installation, en tout cas comme moi je la fais. Et commençons tout de suite et nous verrons au fur et à mesure les choses se faire. Donc nous sommes sur une machine, dans une machine virtuelle même pour être plus précis, et qui aura 4 Go de mémoire vive et 2 processeurs. Donc la machine d'origine est de 1,6 Go, donc notre machine virtuelle aura les mêmes caractéristiques. Je vais lancer l'enregistrement. C'est parti, donc voilà notre machine. Que dire de plus sur cette machine? Donc les 4 Go de mémoire vive, on va démarrer donc sur le disque optique, on verra après justement pour ce genre de modification. On va mettre le EFI pour voir un petit peu comment ça se passe. Le nombre de processeurs, donc on a 2 processeurs qui seront utilisés à 100% de la capacité de notre machine haute, donc 1,6 Go. Rien à dire de plus de spécial. Au niveau de l'affichage, j'ai pris les 128 mégas maximum qui me sont offerts, un seul écran, l'accélération 3D, il n'y a rien à mettre de ce côté-là. Au niveau d'ici, on va ajouter un disque dur existant que j'ai créé à l'occasion. Voilà. Et voilà, j'en ai créé quelques-uns, on verra après pour en monter d'autres. Nous allons monter notre disque optique. Au niveau du son, rien à dire de spécial, on prend ce qu'il y a d'origine. Au niveau du réseau, on a une carte réseau, on fait un accès par pont. On autorise la totalité de tout ce qui est au niveau réseau, de façon à ce que notre machine soit comme si c'était une machine complètement indépendante sur mon réseau personnel. Pour le reste, il n'y a rien à faire de spécial. En tout cas, j'ai rien modifié de façon à être le plus proche possible d'une machine virtuelle telle qu'elle est proposée par VirtualBox. C'est parti. Donc dans un premier temps, nous avons une vérification de notre média d'installation qui devrait arriver. Pas du tout. Tiens. Donc on nous donne une possibilité, rien du tout. Donc je suppose que c'est le côté EFI. Donc très bien, faisons. Donc j'étais en train de dire une vérification de notre média d'installation que nous pouvons interrompre avec la combinaison de touches CTRL plus C. Là je vais la laisser aller jusqu'au bout, qu'on soit bien d'accord sur le fait que l'ISO que j'ai utilisé soit fonctionnel. J'en profite justement pour dire que si vous voulez utiliser cette ISO sur un DVD, donc il n'y a pas de complication pour graver une ISO. Bien sûr, quand on sait le faire, hein, c'est une image, donc ce n'est pas un fichier qu'il faut mettre sur le DVD, et vous pouvez utiliser cette ISO pour graver une clé USB de façon à faire démarrer votre ordinateur sur cette clé USB, faire votre installation depuis cette clé USB. Donc on se retrouve à la fin. Voilà, notre disque est terminé, pas de problème. On continue. Le petit souffle derrière, je ne sais pas si ça s'entend, mais c'est la machine qui enregistre la vidéo, qui est d'ailleurs sur une 20.4. Voilà, premier écran habituel sur
sur Ubuntu, sur les installations, le choix de la langue et la possibilité d'un côté d'essayer Ubuntu, c'est-à-dire de passer en mode live ou alors de passer directement à l'installation. Là, on va passer par l'essai, qui est un essai, comme on dit, sans rien toucher au disque dur, dans la mesure où vous avez un disque dur, et ce qui peut expliquer justement que ce disque pourra ensuite vous servir en cas de problème avec votre installation, de façon à pouvoir sauver un peu les meubles, voire de réparer votre installation sur votre disque dur. Voilà notre bureau. On va regarder un petit peu les caractéristiques. Donc, mon disque dur, ici. Donc, je vais le laisser faire l'installation des partitions pour voir comment il s'y prend ici avec de l'EFI. J'ai mis du GPT pour être sûr de convenir. Donc, on va se lancer dans notre installation sans rien toucher. Ah oui, c'est vrai. Alors ça marche plus. C'est assez nouveau sur 20.4. Donc, je clique sur une icône, j'appuie sur Entrée et il ne se passe rien. Donc le double-clic, lui, fonctionne sans problème. Le clic droit, ouvrir, fonctionne sans problème. Mais sur le bureau, en tout cas, le clic plus entrée ne fonctionne plus. Alors, je sais qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dessus. Donc notre premier écran, enfin qui ont été faites particulièrement sur le bureau. Notre premier écran, donc installation, on est sur le choix de la langue, on continue. Ici, le clavier, il y a rarement de problème. Par défaut, tout est choisi. Je continue. On va faire une installation minimale. On ne va pas télécharger les mises à jour. On va installer les logiciels propriétaires de façon à pouvoir avoir sous la main diverses options qui concernent par exemple des drivers ou des logiciels qu'on pourrait vouloir installer. Bien sûr, cette option est modifiable par la suite. On va le laisser donc installer Ubuntu et partitionner notre disque dur. Les fonctions avancées nous permettent de créer une LVM ou changer le type de partition. Donc ne vous embêtez pas, à moins que vous vouliez quelque chose de bien précis. Pour l'instant, ça ne fait pas partie de ce tutoriel. C'est parti. Donc on nous prévient qu'on nous avait prévenu. Le fuseau horaire. Alors un nom, on va s'appeler, tiens, Super Toto. On sera Super Toto qui sera sur VBox. Et en mot de passe, on va mettre quelque chose de compliqué. Alors non, moi je mettrai simple, hein, bien sûr. Je vous invite à mettre un mot de passe qui tienne un petit peu la route, encore que vous pouvez partir d'un mot de passe simple et par la suite mettre un mot de passe plus compliqué une fois que vous avez terminé votre installation. Et donc c'est parti pour la copie et l'installation. On se retrouve à la fin. Un téléchargement de paquet alors que je lui ai dit de ne pas faire de mise à jour, mais bon, ça c'est pas trop un problème. C'est dommage, j'aurais préféré quand même qu'on soit vraiment comme si on était sur une installation hors réseau complète. Mais bon, j'aurais peut-être dû couper le réseau avant de lancer l'installation, mais ça ne changera pas énormément de choses. J'en profite donc pour dire qu'on arrive au bout et donc on aura fait l'installation en environ une demi-heure. À savoir que on est dans la pire des situations, en tout cas que je puisse considérer. On est sur un dual core, en tout cas sur la machine sur laquelle on installe. La machine haute, elle, est un quad core qui fait en même temps la capture de l'écran, donc qui utilise un disque dur qui est traditionnel, ce n'est même pas un SSD de 320 Go, donc ce qui veut dire que c'est du 5004, donc certainement les pires disques durs qu'on puisse utiliser.
tout a été fait pour que ce soit dans les pires conditions possibles. Donc malgré ça, on a quand même une installation qui se fait en une demi-heure, ce qui est quand même assez rapide pour un système d'exploitation dans son intégralité. Enfin, j'ai fait l'installation minimale, c'est-à-dire pas vraiment de logiciel supplémentaire, on va s'en occuper après, mais j'ai pas eu l'impression qu'on y ait gagné grand-chose, parce que j'ai déjà fait des installations et j'ai même eu l'impression que c'était allé beaucoup plus vite. Donc tout ça pour dire que en une demi-heure, vous pouvez avoir installé votre système d'exploitation sur un ordinateur complètement vierge et ensuite passer à la post-installation et vous occuper de tout ce qui sera votre petit monde par la suite. Donc ça reste quand même quelque chose qui peut se faire relativement rapidement et pour dire aussi qu'en 2 heures à une demi-journée, vous pouvez avoir installé et paramétré l'intégralité d'un système d'exploitation et l'utiliser par la suite. Donc on va le laisser terminer et on se retrouve pour le premier redémarrage. Voilà, notre installation est à présent terminée. Il nous reste à redémarrer donc la machine et à éjecter le média d'installation. Donc il suffit simplement de redémarrer et vous aurez l'inscription pour le moment où vous pouvez retirer la clé si c'est une clé ou le CD qui sera automatiquement normalement éjecté. Dans le pire des cas, vous l'éjectez à la main en appuyant sur le bouton adéquat sur le lecteur DVD. Voilà notre écran. Et donc, une fois l'écran apparu, vous retirez le média d'installation, donc que ce soit une clé ou le DVD si c'est un DVD, et vous appuyez sur la touche Entrée pour redémarrer votre machine. Donc on se retrouve par la suite au moment du redémarrage. On passe plein écran. Donc c'est parti, Ubuntu. Alors une petite observation, rien ici ne nous indique l'état d'avancement de notre chargement. Donc quand on a un disque dur rapide et une machine rapide, ça va très très vite et dans ce cas-là, on ne se pose pas trop de questions. Mais là en l'occurrence, j'ai une machine assez lente et donc rien ne m'indique réellement de l'état d'avancement. Si vous avez un disque dur éventuellement et un témoin de l'utilisation de ce disque dur, vous pouvez le voir s'allumer, s'éteindre d'une façon assez brièvement comme ça. Et donc vous donnez le sentiment que quelque chose est en train de se passer. Moi ici sur une machine virtuelle, il n'y a absolument rien qui me dit que la machine est toujours fonctionnelle, ou pas d'ailleurs. Donc je vais faire confiance pour l'instant en tout cas à mon système et penser que nous allons finir par arriver jusqu'au bureau. Normalement le lancement se fait en moins d'1 minute et demie, 2 minutes grand maximum. Là c'est pas le cas, ça fait déjà 2-3 minutes que c'est lancé, malgré le fait que c'est une machine assez lente. J'ai pas l'habitude de lancement aussi long sur des machines même virtuelles. Le changement de curseur me montre que c'est bien le curseur de ma machine virtuelle et qu'il est fonctionnel. Voilà. Je sais même plus quel mot de passe j'ai mis. Nous voilà devant le bureau par défaut. Donc pour commencer et se repérer, je vais utiliser un ancien tutoriel que j'avais fait à la fois pour la version 16 et la version 18. On va se repérer à ce tutoriel. Et par la suite, j'en ferai un spécifiquement pour la 20. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc lors de votre premier lancement,
Vous avez la possibilité de connecter vos comptes en ligne, on va passer. Le Live Path ne concerne que ceux qui ont un compte Ubuntu One, on va passer. Améliorer, vous pouvez dire oui ou non, on va passer. Confidentialité, on va passer. Vous êtes prêts? Ça me va bien. Je pensais avoir lancé Firefox. Il devrait se lancer bientôt. À savoir que la première chose à faire sur le système est d'aller dans les paramètres et de terminer la francisation du système, que l'on appelle localisation, et de faire les mises à jour. Après ça, on va s'occuper de l'installation de certains logiciels, tout un package avec un petit script que j'utilise en général. Et vous pouvez vous amuser si vous avez le temps et l'envie à prendre logiciel par logiciel et d'utiliser la Logitech d'Ubuntu pour installer chacun des logiciels en prenant soin ou pas d'ailleurs d'installer ou pas des snaps qui sont des petits logiciels un peu plus portables, on va dire, à l'intérieur d'Ubuntu. J'étais en train de parler, ah ben voilà, ok, ça marche, de localisation. Donc on va dans les paramètres système, dans pays et langue. On va commencer par cliquer ici sur gérer les langues installées. On a tout qui se lance en même temps, c'est pour ça qu'il a un petit peu du mal. Il veut nous faire une mise à jour, je ne vais pas la faire tout de suite. La prise en charge n'est pas complètement installée. On va lui dire de le faire plus tard aussi. Ici, dans ajouter, supprimer des langues, je vais virer tout ce qui est en anglais. On valide avec le mot de passe. Puis je vais fermer et relancer gérer les langues installées. Et cette fois-ci, je vais lui dire d'installer petite astuce qui évite d'installer des langues qui servent à rien, en l'occurrence tout ce qui est en dessous l'anglais. Il y a déjà suffisamment du système qui est dans la langue anglaise pour en rajouter plus. Donc ça va beaucoup plus vite de ce côté-là, surtout pour moi, qui est une machine très peu puissante. Fermée. Voilà, seconde chose à faire, donc, après le premier lancement, c'est de faire une mise à jour. Donc pour faire votre mise à jour, vous allez dans les applications et vous tapez quelque chose d'original, jour. On va ici ajouter les partenaires de Canonical. On va aller ici dans les mises à jour, en tout cas pour ma part, lui dire de ne jamais faire de mise à jour automatique parce que je préfère m'en occuper moi-même, et pour tout le monde de désactiver les mises à jour LTS, qui vous permettra de rester en 20.4 pendant toute la période de maintenance, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Sans quoi il va vous proposer de passer en 22 en 2022, puis en 24 en 2024. Donc pour vous éviter comme ça de sauter d'une version LTS à une version LTS, vous désactivez tout simplement ici les mises à jour LTS et vous maintenez votre version jusqu'au bout où elle puisse être maintenue, c'est-à-dire 2025, 5 ans. Que dire de plus? Les pilotes additionnels, ça m'étonnerait qu'il y ait quoi que ce soit, en tout cas pour le moment. Ah si, on est sur une machine virtuelle, mais ça fait rien. On y reviendra plus tard. Et donc une fois que c'est terminé, et j'actualise mes paquets,
Et maintenant, je vais pouvoir faire ma mise à jour. Alors je vais en profiter pendant justement qu'il fera sa mise à jour pour faire diverses petites choses. Donc par exemple, voir la version de notre noyau. Donc pour l'instant on est en 5.4.0.28. Notre version ici, donc on est bien 24 LTS. Ici, dans notre environnement, on a diverses petites informations pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc lui considère que c'est une desktop Ubuntu. D'accord. Je voulais également aller voir le disque dur pour voir comment il avait fait son formatage, enfin son partitionnement. Donc la 537 pour mettre le démarrage et le boot EFI. Ok. Et tout notre système est ici, y compris la swap qui n'est plus dans une partition à part maintenant. Donc on va dire presque à la Windows. D'accord. Notre système de base installé. Ah bah tiens, j'aurais pu regarder ici aussi. Est quand même de 7 Go. Est quand même de 7 Go. On va regarder ça de plus près. Ce qui est bizarre, puisque c'est à peu près la taille... non, pas du tout. Tellement habitué à avoir propriété en bas. Qui est à peu près la taille qu'on a lorsqu'on fait une installation complète. Donc finalement, on se rend compte qu'on ne gagne pas grand-chose à faire une installation minimale ou une installation complète. À part que vous pouvez éventuellement avoir un certain nombre de logiciels que vous n'utilisez pas. Pour ma part, voilà, ça ne changera pas grand-chose. Autre petite chose, donc comme je disais, on va aller faire une petite recherche sur Ubuntu du PC Akiki. Et on devrait trouver facilement sur le forum d'Ubuntu les deux tutoriels en écrit de la post install. On va ici modifier un petit peu notre Firefox pour qu'il corresponde à quelque chose d'un peu plus utilisable. Personnellement, j'aime bien voir les menus, mais ils sont assez... ils prennent un petit peu de place, on va dire. La barre du dessous, par contre, m'intéresse beaucoup. On va créer, par exemple, un dossier pratique, un dossier système. On va mettre notre raccourci ici dans notre dossier système pour le retrouver facilement. Éventuellement, un moteur de recherche. Voilà. Alors, encore une fois, hein, très simple, il suffit simplement de prendre un onglet et de le glisser pour modifier ici votre onglet, enfin votre raccourci. Vous faites un clic droit dessus, propriété, et ici c'est pas la peine qu'il nous raconte sa vie, donc on va simplement virer tout ça. On va le laisser en entier comme ça. Voilà, qui est un peu plus sympa à voir.
Et donc rien à dire de plus sur l'utilisation. Donc comme je disais, les premières choses à faire ici, je ne reviens pas sur les explications que j'avais données sur les versions précédentes. C'est toujours bien de connaître ce raccourci qui permet de franciser le clavier lorsque l'on est, par exemple, ici. Donc, si par hasard vous étiez embêté, alors une petite astuce, on tape les premières lettres, S-E-T-X, tabulation, FR, et Entrée nous permet d'avoir notre clavier en français très facilement. Donc ensuite, j'avais donné une petite astuce ici pour terminer la mise en français. Oui, c'est vrai, j'ai ma souris qui n'est pas très efficace. Donc, je fais un copier-coller. Je vais revenir justement sur les astuces du copier-coller. Je le fais pendant que justement il est en train d'avancer. Donc pour sélectionner une ligne en entier, lorsque vous suivez un tutoriel, vous faites un triple clic qui sélectionne la totalité de votre ligne. Ensuite, le clic droit sur cette ligne, vous pouvez choisir ici copier. Lorsque vous arrivez sur votre terminal, alors le raccourci clavier pour le terminal c'est CTRL ALT, ouais, c'est ça, CTRL ALT T comme terminal. Et pour coller, vous faites un clic droit et ici vous avez collé. Et sinon le raccourci clavier c'est CTRL majuscule et V. Le mot de passe en aveugle toujours. Et là tout a déjà été fait. CTRL D pour fermer, sinon vous tapez Exit pour fermer un terminal. On va également donc ensuite voir pour tout ce qui concerne le déclenchement de notre swap. Donc, comme je l'explique, notre swap ici déclenche à un indice de 60 et il est bon de remonter, enfin de descendre cet indice de façon à utiliser beaucoup plus de mémoire avant que la swap soit utilisée. Donc, ici on a également le cache pressure. Donc pour les modifier, j'étais en train de dire, vous allez simplement à l'intérieur de ce fichier qui ne doit normalement pas exister encore. Voyez un petit ls. Voilà. Pour l'instant, il n'existe pas. Simplement le triple clic, CTRL C, je bascule avec Alt-Tab, je fais CTRL majuscule V et je tape Entrée. Et je fais exactement la même chose ici. Pour ce second, cette seconde ligne. Puis la troisième. Je désactive puis réactive ma swap. Et voilà qui est fait. Donc si je reviens un petit peu en arrière avec la flèche du haut, je vais avoir ici on a bien notre swap avec un déclenchement d'indice de 5. Donc ça nous permet comme ça d'utiliser beaucoup plus de mémoire avant que ça commence à swapper, ce qui permet à la machine d'être légèrement plus rapide et réactive. Le numlock, on n'a pas trop de problème avec ça. Vous pouvez faire un test sur le vôtre. Normalement, il devrait être déclenché seul et surtout se redéclencher systématiquement au démarrage de votre machine. C'est toujours bien d'avoir les GNOME Tweak Tools. Donc de la même façon, on va les installer ainsi. Donc les programmes. Alors j'explique ici comment on installe un programme, donc là je suis en train de le faire, donc on voit que simplement on passe avec sudo qui nous permet de devenir super utilisateur de votre ligne. À ce moment-là on utilise un logiciel qui s'appelle apt qui va installer des paquets. Apt install qui est
la fonction qui va avec le programme apt et le logiciel que vous voulez installer, ici GNOME Tweak Tools. Donc par exemple, ici, si je veux installer VLC, de la même façon, sudo, je vais même le taper, allons-y, sudo apt, ok, donc installe, et donc je lui dis le logiciel VLC. Entrée pour valider, et à ce moment-là, il se débrouille tout seul. Lorsque c'est nécessaire, il vous demandera votre mot de passe de façon à avancer dessus. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. On va utiliser une petite astuce. On va se créer ici un dossier qui va nous permettre de simplifier PIU. Donc PIU pour post install Ubuntu, hein. Soyons simples. On va créer à l'intérieur un petit script. Donc on ouvre un terminal. Ah oui. Donc on rentre à l'intérieur de notre dossier PIU. On va avec le clic droit ouvrir un terminal. Donc on voit que notre terminal se trouve dans notre dossier. Et ici, nous allons créer avec le logiciel gedit un fichier qui s'appelle postinstall.sh qui sera un script. À l'intérieur de ce script, ici, je vais simplement faire un copier-coller de ce script que j'avais récupéré et modifié d'un utilisateur qui s'appelle Nestib. Pour lui faire un petit remerciement et montrer que son travail a servi à quelque chose. En tout cas, à moi, il me sert beaucoup. CTRL-C, je vais à l'intérieur de gedit, CTRL-V, CTRL-S, CTRL-W, CTRL-Q pour fermer. Donc le CTRL-S pour sauvegarder mon fichier à l'intérieur de gedit, CTRL-W qui ferme ma fenêtre à l'intérieur de gedit et CTRL-Q qui ferme gedit. On va rendre maintenant notre script exécutable en ajoutant ici le X. Ah bah je vais en profiter, tiens, pour justement parler des fichiers. Donc si je fais un ls, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle postinstall.sh. Donc si je fais un ls-l, j'ai ici les attributs de mon fichier. Donc on va pas parler du premier, ce qui nous intéresse c'est plutôt ceci. Donc par série de 3, on a RW ici pour nous dire qu'il est readable writer, c'est-à-dire qu'on peut le lire, on peut l'écrire, en tout cas pour le propriétaire. Ici, pour les groupes, ils pourront le lire et l'écrire, les groupes qui bien sûr appartiennent ici, on va y revenir plus tard. Et on a ici les autres utilisateurs qui peuvent uniquement lire notre fichier. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de rajouter un attribut X à la fois sur toutes les possibilités, de façon à rendre totalement notre script exécutable. Donc j'étais en train de dire que je tape simplement chmod, j'ajoute le plus X à notre fichier ici, et je valide. Donc si on regarde notre fichier à nouveau, on voit que le X a été ajouté et il est maintenant exécutable. On va maintenant créer un autre fichier dans lequel on va mettre un ensemble, une liste de programmes à installer. Alors encore une fois, donc voilà, CTRL-S, CTRL-W, CTRL-Q. Pour la petite astuce, je
je vais revenir là-dessus, on va faire une petite modif. Voilà. Si je fais par exemple CTRL-Q directement ici, c'est-à-dire ne pas faire le CTRL-S et le CTRL-W, à ce moment-là, il va me donner la possibilité d'enregistrer sans fermer ou d'enregistrer. Donc c'est ça qui explique que je fais d'abord un CTRL-S qui enregistre mon fichier, et à ce moment-là, je pourrais même faire un CTRL-Q qui quitte tout simplement Gedit et qui ferme mon fichier tout en même temps. Mais j'aime bien utiliser les choses dans l'ordre, et puis après ça devient mnémotechnique, et une fois qu'on l'a dans la tête, ça va tout seul lorsqu'on le fait. Et là, je vais faire une petite coupure parce que je vais aller récupérer une liste qui se trouve ailleurs de façon à être un peu plus à jour, parce que la liste que j'ai utilisée, comme elle vient de la 16 ou la 18.4, celle pour la 24 sera légèrement différente et de façon à mieux correspondre. Voilà, on reprend. Donc j'étais en train de dire que j'ai créé un ensemble, une liste d'un ensemble de programmes à installer. Donc on va faire un petit peu le tour. On a à nouveau, comme j'ai fait tout à l'heure, la francisation de notre système au cas où. On a différents programmes pour Internet, donc Firefox, Thunderbird. Ici éventuellement FileZilla, même si c'est franchement pas utile, donc tiens, on va le désactiver. Skype, il n'est pas dans les dépôts sur la 24, on y reviendra plus tard. OpenSSH, ça c'est très important. Nmap.network, ça on va le laisser. Ici, tiens, on va ajouter éventuellement ces deux logiciels. Alors de toute façon, il y aura la liste qui sera faite. GSOM, on va le mettre. Sweet Home et Blender, pas la peine. Tout ce qui est derrière, on va pas le mettre pour tout de suite. Bien sûr, vous pouvez revenir sur la liste et l'adapter en fonction de vos nécessités une fois que vous aurez compris. De toute façon, dans la doc de Ubuntu, vous avez le descriptif de chacun des logiciels qui est donné. On va revenir là-dessus aussi. Je vais revenir sur différentes petites choses. Je crois qu'il y a des trucs qui n'existent plus ici, donc comme ça on va pouvoir le voir avec le script. Ça existe plus, c'est le 1.0. Tiens, bah d'ailleurs, j'en ai un plus récent, donc celui-là il est assez ancien finalement. Mais c'est pas trop un problème, de toute façon je l'aurais remis à jour par rapport à ce qui est. Donc on enregistre. Ce qui est intéressant surtout, CTRL W, CTRL Q, c'est ici. On va fermer tout ça parce que c'est... Qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai un autre, CTRL D. Voilà, allez, on va se faire un petit recette. Donc j'étais en train de dire que nous avons ici notre script. Comme on ne sait pas tout seul, on va faire un ls ici. Donc on voit qu'on a un script qui s'appelle post install. Donc pour lancer ./ POS, à la limite même pas le S, tabulation, i complète, entrée, on doit être route, et donc on le rentre sudo, le mot de passe du super utilisateur, et c'est parti. Donc dans un premier temps, il nous fait à nouveau une mise à jour des paquets, une mise à jour, il vérifie les logiciels dans la liste qui ont été déjà installés, ceux qui sont non installés et ceux qui sont non installables. Par exemple, ici on a GNOME Alza Mixer qui est non installable. Donc tout ça sera notifié. Et dans la liste finale, il y aura normalement plus de problème avec les logiciels puisque j'aurais pris soin de ne mettre dans la liste que ceux qui sont intéressants pour tous. Voilà, et donc on se rend compte que on a « 600 mégas à télécharger et que ça prendra 2 gigas et demi quasiment de place en plus sur notre disque dur à la fin. Donc je vais lancer cette procédure et donc comme pendant l'installation, on se retrouve à la fin.
Donc, ça ici, on peut le laisser par défaut. Donc, tabulation pour switcher sur le OK et on valide avec la touche entrée. Ici, on laisse par défaut entrée. Ici, on laisse par défaut entrée. Ici, je vais laisser par défaut tabulation entrée. Mais je pense qu'entrée, ça aurait suffi aussi. Je vais profiter donc de l'avancement de mes installations pour faire quelques petites modifications et ajustements sur mon système. Par exemple, on va ajouter des raccourcis clavier. Alors un raccourci clavier qui peut être intéressant d'avoir, en tout cas moi personnellement j'aime bien, mais par la suite également vous pourrez adapter les vôtres, voire apprendre ceux qui sont déjà en place. Donc les raccourcis clavier sont dans les paramètres ici à raccourcis clavier. Vous avez donc la liste de tous ceux qui sont déjà en place. Donc je sais que moi il en manque un que j'utilise beaucoup. On voit qu'il y a verrouillé l'écran ici qui est avec Super L. Donc le Super c'est la fameuse touche avec le drapeau qu'on appelle aussi Windows. Allez savoir pourquoi. Donc je vais ajouter un raccourci clavier que je vais appeler mettre en veille. Et je vais utiliser comme commande, c'est une bonne question. Moi je sais que je vais la trouver par ici. Sur G Shutdown, impeccable. Mise en veille, la voilà. Système CTL suspend. Et les raccourcis clavier, on va mettre CTRL ALT L. Et j'ajoute. Voilà, j'ai un nouveau raccourci clavier qui permettra d'endormir mon ordinateur juste avec cette combinaison de touches. Donc je vous invite à apprendre celles qui sont déjà en place et éventuellement rajouter les vôtres s'il y en a certaines qui pouvaient vous manquer. Autre chose à faire, les applications par défaut. Donc on a la possibilité, donc pour l'instant Thunderbird n'est pas encore installé, donc pour l'instant on ne peut pas l'ajouter. Lorsque vous avez plusieurs navigateurs internet, vous pouvez ici modifier. Ce qui est intéressant aussi, si vous avez un lecteur de musique que vous préférez, à la place ici de VLC en mettre un, ou à la place de vidéo. Et pour les photos, moi j'ai une petite préférence pour Shotwell Viewer pour l'instant qui n'est pas installé. Sinon par défaut il y a un visionneur d'images, mais donc c'est ici que ça se passe. Quoi dire de plus? Je crois me souvenir que nous avons installé tout à l'heure TweakTools et que dans GNOME TweakTools on a également la possibilité de faire quelques réglages sur le système. Le voilà. Alors on va regarder un petit peu sur l'apparence par exemple. Donc reprenons les thèmes un petit peu plus par défaut. Le curseur on s'en fout un petit peu encore que. Les icônes, les sons je m'en fous. Ici vous avez la possibilité particulièrement de changer la façon dont l'arrière-plan est affiché sur votre écran. Vous pouvez également ici modifier votre arrière-plan. Je crois me souvenir que depuis le bureau, avec un clic droit, vous pouvez modifier ici votre arrière-plan. Vous avez également la possibilité d'ouvrir avec une image et de faire simplement avec le visualiseur d'image un clic droit dessus, je pense, et de le définir comme fond d'écran. Enfin, il y a des tas de possibilités pour arriver à modifier votre fond d'écran, mais par contre, pour modifier la façon dont ce fond d'écran est affiché, il faut passer par GNOME TweakTools. Donc vous tapez uniquement Tweaks dans la recherche, Tweaks avec la touche ici. Dans votre recherche ici de programme, vous avez la possibilité d'afficher et ici de cacher. Et donc avec Tweaks,
ici, vous allez changer votre façon d'afficher votre fond d'écran, le retirer complètement. Le zoom est particulièrement intéressant, ou le centrer. Quoi dire de plus ici? On va revenir. Application au démarrage, donc on peut ajouter, supprimer les applications qui seraient lancées au démarrage. Barre des titres et fenêtres, par exemple, si je me souviens bien, c'est pas ici, c'est particulièrement pour mettre ici la croix et autres, donc de le mettre à droite ou à gauche. Maximiser, voilà, ici on voit que ça apparaît et que ça disparaît en fonction de notre choix. Notre barre supérieure qui se trouve ici, on peut ici par exemple rajouter le jour de la semaine, donc nous sommes lundi, voilà. Le coin actif pour l'ensemble des activités, donc de la même façon qu'on peut appuyer ici pour avoir l'affichage des applications. On a également la possibilité sur notre clavier d'utiliser la touche Super, appelée aussi Windows, je vous le rappelle encore une fois, celle où il y a le drapeau, pour pouvoir avoir cet affichage. Vous avez la possibilité, lorsque vous envoyez votre souris dans le coin en haut ici, de faire exactement la même chose, et moi je m'en sers énormément. Donc, s'il te plaît, pas encore actif. C'est peut-être un petit problème dû certainement à ma machine virtuelle. Le pourcentage de la batterie est également pratique à avoir. On le voit ici qui apparaît lorsque vous avez un ordinateur portable. On va continuer. Clavier et souris. J'aime bien avoir, et surtout ne pas avoir, ce qui est appelé... Ça ne doit pas être ici. On reviendra sur le clavier et la souris parce que j'aime bien retirer ce qu'on appelle aujourd'hui le défilement naturel, que je trouve tout sauf naturel. Les espaces de travail. Donc par défaut, avec ce bureau Gnome, on a ici des espaces de travail qui se créent et se retirent d'une façon dynamique. Donc on a la possibilité d'envoyer une fenêtre sur un espace de travail déterminé et ensuite tout simplement de passer d'un espace de travail à l'autre. C'est-à-dire que non seulement on peut passer d'une application à l'autre, mais aussi d'un espace de travail à l'autre. Par exemple, ici, je pourrais très bien lancer un gestionnaire de fichiers, s'il vous plaît. Merci. Et d'ajouter, par exemple, VLC, qui va me faire sa petite fenêtre d'ouverture habituelle lorsqu'il y a le premier lancement. Peut-être mettre un petit peu de temps. Décidément, en machine virtuelle, c'est un petit peu lent. On laisse par défaut. Donc voilà. Donc ici, par exemple, je pourrais très bien écouter de la musique. Voilà, par exemple, je vais mettre dans musique. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout, mais ça fait rien. C'est juste pour dire. Et mettre mes musiques dans VLC. Et donc ensuite, repasser sur Internet pour naviguer tout simplement sur Internet, tout en écoutant ma musique. Et que ça ne me gêne pas lorsque je bascule d'une application à l'autre. Et de pouvoir retourner jusqu'à VLC pour pouvoir gérer, par exemple, mettre en pause ou changer de titre, etc., etc. Voilà une façon de travailler en multi-bureau, beaucoup plus agréable que de travailler avec un seul bureau. On continue avec nos optimisations. Donc ici, j'étais en train de dire que c'était dynamique. Nos extensions... on va y revenir justement, on va rajouter des extensions ici qui sont justement en train de s'ajouter avec notre liste de programmes qui est en train de tourner, et on aura la possibilité d'en ajouter également d'autres en passant par le navigateur internet. Là on prendra Firefox, donc ça je vais y revenir. Nos fenêtres, j'ai rien à dire de plus sur la fenêtre, donc justement la touche clavier agissant sur les fenêtres, c'est la touche Super, donc je l'expliquais. Les polices, je ne reviens pas dessus, il n'y a rien à dire sur les polices. Donc je vais revenir sur les extensions. Donc pour les extensions, on va aller sur le navigateur internet. Je vais ici, comme nous sommes sur le bureau
GNOME et on va lui parler des extensions. Normalement, le programme doit être installé, mais il manquera certainement le petit plugin qui va s'ajouter à l'intérieur de notre navigateur internet de façon à pouvoir ajouter, supprimer ou gérer des extensions. Donc installer l'extension du navigateur, continuer l'installation, ajouter, OK. Je rafraîchis ma page. Donc on va revenir en arrière. Et je vais retourner sur ma page. On reviendra ici tout à l'heure. Donc là, on était à quelques optimisations. Donc je parlais de ça. Donc je parlais justement des extensions. Donc celles qui me servent le plus ici, application menu qui me permet d'afficher toutes les applications rangées par thème en haut de mon écran, caféine qui permet de couper et de remettre en marche l'économiseur d'écran, removable drive menu qui me permet d'avoir en haut une petite icône lorsqu'on insère une clé USB ou un disque dur pour pouvoir facilement et proprement la débrancher. Le touchpad indicator qui est toujours bien pratique lorsqu'on a un ordinateur portable pour pouvoir activer ou désactiver le touchpad et ça aide, enfin du moins ça aidait, maintenant ça le fait beaucoup plus automatiquement, mais lorsqu'on par exemple on branche une souris en USB supplémentaire et avant j'ajoutais batterie statut qui n'est plus nécessaire justement parce que c'est directement intégré au système avec GNOME Tweak Tools. Les modèles, on a un petit problème avec les modèles, c'est-à-dire que qu'est-ce que sont les modèles? Ici on voit justement que le dossier est vide, donc je vais donner une petite démonstration pour que tout le monde comprenne le pourquoi du comment. Je vais dans un dossier ici, bon il y a un dossier mais ça fait rien, donc mon dossier peu importe qu'il soit plein ou vide. Si je fais un clic droit, j'ai ici la possibilité de créer un nouveau dossier, mais je ne peux pas créer un fichier vide, tout simplement, par exemple un fichier texte dans lequel je pourrais mettre des informations. Pour pouvoir ajouter un fichier texte, il faut ici, dans notre dossier personnel modèle, ajouter un modèle pour nos fichiers texte. Alors c'est paradoxal un petit peu. Donc pour ce faire, la façon la plus simple est d'utiliser cette ligne de commande dans un terminal. Dans un autre terminal, CTRL-N, raté, CTRL-ALT, merci, et je colle ma ligne, hop, entrée, et je ferme, voilà. Donc maintenant, je vais retourner dans mon navigateur de fichiers, alors ça m'a créé un fichier ici qui s'appelle fichier texte. Les polices de caractère de Windows, on s'en fout, on va lui dire de fermer. Donc dans notre dossier personnel, je vais maintenant aller dans Documents. Si je fais un clic droit sur ma souris, j'ai maintenant en plus de nouveaux dossiers ici la possibilité de créer un nouveau document vide en format texte et vous pourrez rajouter à l'intérieur de dossier personnel d'autres types de modèles comme par exemple tout simplement un modèle que vous aurez créé avec Writer ou avec Calc ou avec un logiciel de dessin par exemple, de façon à avoir quelque chose de vide et de pouvoir vous lancer dans un document directement créé depuis votre navigateur de fichiers. Je reviendrai sur cette possibilité dans un tutoriel bien à part lorsque par exemple on veut se créer des têtes de lettres personnalisées qu'on utilisera systématiquement pour ne pas avoir à remettre toujours les mêmes informations, votre nom, votre prénom, votre adresse, la date du jour, etc. Et de pouvoir juste avoir à remplir les champs rapidement et ensuite de pouvoir mettre directement votre texte sans avoir besoin d'avoir à refaire chaque fois les mêmes choses. Je vais faire une petite démonstration quand même. Ici, je vais créer un nouveau fichier texte que je vais appeler ici à moi. Voilà. Donc je vais aller ici. Alors oui, non, si on le laisse vide comme l'autre.
Donc je crée dans mon fichier texte, je mets par exemple coucou monde. Alors bien sûr, ça ne sert absolument à rien, mais c'est juste pour montrer l'utilisation d'un fichier modèle. Je vais maintenant dans mes documents, je fais un clic droit et ici j'ai fichier texte donc qui est complètement vide et ici fichier texte à moi que je vais renommer tout de suite, que je vais appeler bonjour. J'ai envie d'appeler mon fichier bonjour et lorsque je vais l'ouvrir, j'aurai à l'intérieur directement le texte que j'aurai renseigné à l'intérieur de mon fichier vierge. Et donc systématiquement, tous les nouveaux fichiers que je créerai avec ce modèle auront tous ce coucou monde à l'intérieur. Donc vous pouvez créer quelque chose comme ça que vous allez retrouver systématiquement. Alors là, bien sûr, ça ne sert à rien, on est bien d'accord. Mais par exemple, pour une tête de lettre, ça peut être très pratique justement d'avoir une tête de lettre pré-renseignée pour ne pas avoir systématiquement les mêmes informations à remettre. On va continuer. La disposition de mes fenêtres ici. Alors ici nous avons une vision en icône. J'ai une petite préférence pour la vision en liste. Le problème de cette vision en liste, c'est que j'aime bien naviguer dans ma liste comme dans un arbre, et ce qui n'est pas par défaut à l'intérieur de mon navigateur de fichiers. Donc je vais dans les préférences. J'étais en train de dire qui sont là. Je vais dans les préférences de mon navigateur de fichiers et je vais ici, voilà. Sur le premier onglet Vue, donner la possibilité de voir le dépliage des dossiers. Et donc on se rend compte que maintenant devant mes dossiers, j'ai une petite flèche qui me donne la possibilité, sans rentrer dans mon dossier, de déplier mes dossiers. Et de également pouvoir naviguer à l'intérieur de mes dossiers avec les flèches. Donc flèche du bas, flèche du haut, flèche de droite pour déplier, flèche du gauche pour replier. Lorsqu'on est à l'intérieur d'une arborescence, flèche de gauche pour revenir au premier, flèche de gauche pour refermer, flèche de gauche, 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 flèche de gauche. Voilà, ça simplifie énormément les choses lorsque l'on se promène et qu'on cherche ici à l'intérieur de notre arborescence pour retrouver un fichier qui serait perdu au milieu de notre arborescence. Mais on a également la possibilité bien sûr d'utiliser la petite loupe et de taper les lettres d'un dossier ou d'un fichier pour qui nous donne toutes les occurrences qui correspondent à ce dossier ou ce fichier. On continue. Alors ce que j'ai fait en cliquant justement à l'intérieur de mes préférences peut être fait directement en insérant cette ligne en ligne de commande dans un terminal, et à ce moment-là, ça active directement la petite croix sans avoir besoin de rentrer dans les préférences de Nautilus. On va également créer ici et utiliser les scripts de Nautilus. Alors les scripts de Nautilus vont nous permettre d'automatiser certaines tâches. Par exemple, j'aime bien avoir en automatisation le fait de pouvoir réunir des fichiers à l'intérieur d'un dossier, le fait par exemple de pouvoir compresser un dossier PDF pour le rendre plus petit pour facilement pouvoir l'envoyer par mail, le fait de pouvoir facilement réduire la taille de photos, enfin, etc., etc. Ce sont des petites améliorations que l'on peut donner à notre navigateur de fichiers. Et donc, pour les ajouter, donc on peut aller regarder facilement ici, copier. Ah, tiens, on a fini notre post-installation. Donc, on voit que pour l'instant, notre dossier est complètement vide. Je vais créer un premier. Alors, encore une fois, je vais montrer un petit peu comment ça fonctionne quand même. On va aller prendre un fichier. Si je clique sur un fichier avec le clic droit,
pour l'instant, je n'ai pas la possibilité d'avoir accès au script parce que notre dossier est vide. Donc, est-ce que je l'ai copié déjà? Non, pas du tout. Donc, je vais tout simplement copier cette ligne. CTRL-C, je bascule. CTRL-SHIFT-V, entrée. Je vais rendre ici mon fichier exécutable ainsi et je vais mettre à l'intérieur de ce fichier un petit script. Donc ici on a ce qu'on appelle le shebang tout en haut qui commence par un dièse. Ici finalement c'est uniquement un petit programme qui s'appelle Zenity qui va m'afficher une petite fenêtre avec marqué en texte à l'intérieur mon premier script. C'est une fenêtre d'info, donc il y aura juste un bouton OK et ensuite une fermeture qui d'ailleurs entre guillemets ne sert absolument à rien, mais ça fait rien, on va la laisser quand même. Je ferme CTRL S, je ferme CTRL W, je quitte CTRL Q. Et donc maintenant, si je vais ici et que je clique sur un fichier, j'ai une nouvelle possibilité au niveau de mon clic droit qui s'appelle script, et donc j'ai mon fameux script que je viens de créer ici et qui m'ouvre une fenêtre toute simple qui ne sert absolument à rien, on est bien d'accord, mais qui me permet voilà, de montrer l'utilisation de ce genre de script. Alors donc on va en rajouter des qui sont un peu plus fonctionnels. En l'occurrence, il y en a un qui s'appelle ici compress.pdf qu'on va ouvrir ici. Comme ça, je vais le télécharger, l'enregistrer, OK. Je vais me mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Il m'intéresse d'avoir deux choses. La première, c'est d'aller à l'endroit où se trouvent tous mes scripts, c'est-à-dire ici, copier. J'ai pas copié le ls. À ce moment-là, je vais tout simplement ici, CTRL L, CTRL V, aller directement dans mon dossier. Donc on retrouve le fameux script que j'ai créé précédemment. Un CTRL T pour créer un nouvel onglet. On va aller dans téléchargement et ici, on va retrouver le petit script que je viens de télécharger. Un clic droit qui me permet d'extraire ici. Et ici, tout simplement, j'ai mon script que je vais emmener avec l'autre. Alors, ce serait bien d'avoir un PDF. Qu'est-ce que je pourrais récupérer comme PDF? Il suffirait d'aller sur quelqu'un qui nous donne un mode d'emploi, par exemple, de quelque chose. De la Nintendo, si tu veux, donne-moi le mode d'emploi de la Nintendo. Donc je vais enregistrer. Voilà, OK. OK, je vais fermer. Donc, voyons voir quelle tête elle a. CTRL T. Téléchargement. Donc ça, on n'a plus besoin. Mettre à la corbeille. Voilà mon mode d'emploi qui fait 1 méga. Si je double-clique dessus, ça va s'ouvrir avec mon visionneur par défaut. OK. Donc nous avons 32 pages à notre mode d'emploi. C'est du texte, oui. Ça va, c'est pas trop moche. Je vais fermer, je vais faire un clic droit dans mes scripts. Elle est très bonne. Compresse PDF, ouvrir dans un terminal et il faut le rendre exécutable. Donc un petit chmod plus x et donc compresse avec un C majuscule comme ça.
J'étais donc en train de dire dans téléchargement, clic droit, script, compresse PDF, et là je lui dis affichage à l'écran, on va essayer par défaut. Oh, basse qualité, encore mieux. Valider. Il me demande comment je le veux. Il veut me rajouter un OPT. Bah, si tu veux, valider. Ok. Donc là, notre fichier d'origine qui fait 1 méga, on n'a pas gagné grand chose. Et ça nous descend à 900 kg. Donc allons regarder un petit peu. Donc on a toujours le même nombre de pages. C'est toujours tout à fait lisible. Donc là, sur un fichier aussi petit qu'un méga, ça se ressent pas tellement, mais sur des fichiers de 5, 10, 100 mégas, c'est beaucoup plus significatif et le gain est, comment dire, le résultat est parfaitement lisible. Donc mettons tout ça à la poubelle. Donc il faudra bien voir justement à rendre ce script parfaitement exécutable. Donc on voit que déjà quand on regarde des fois et qu'on essaye les choses, ça fonctionne pas toujours du premier coup. C'est bien de connaître un petit peu. Voilà, je déteste ces petites étoiles. CTRL D pour fermer. Ici on va fermer, ça va lui faire du bien un petit peu à la tête. Ici notre terminal on a fermé, CTRL D pour fermer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On était en train de regarder ça, on va regarder un petit peu la suite. Ah oui, j'étais en train de regarder mes extensions, voyons voir. Rafraîchissons notre page. Mes extensions. Alors, pour installer mes extensions, simplement, j'active ici le bouton. Je valide l'installation. Donc ça, c'est l'application menu. Donc on a ici maintenant la possibilité d'avoir nos applications par thème. Ici, le touche pas indicator, j'active, j'installe et on va le voir activer et monter en haut de notre écran. Oui, non, peut-être un jour. Il veut pas, c'est pas un problème. Ça, on l'active et on l'installe. Donc ça, c'est uniquement quand on branche des clés USB. Donc pour le moment, c'est pas la peine. Et caféine, on active, on installe. Et là, par contre, on l'a directement. Donc là, si je clique sur ma petite tasse à café, on voit bien mise en veille et écran de veille désactivé. Si je réactive à nouveau, mise en veille et écran de veille activé. On continue. Donc les modèles, j'en ai parlé, je les ai créés. Nautilus chez Setting, j'ai fait. Les scripts de Nautilus, ça a été vu. Donc j'en rajouterai d'autres. Je reviendrai un peu plus précisément là-dessus. Shotwell. Donc, comme programme pour gérer tout ce qui concerne les photos, blablabla, ne plus afficher ce message, valider. Donc là, il va nous rechercher les photos si vous avez déjà des photos à l'intérieur de votre dossier. Et donc ensuite, je l'utilise principalement pour importer des photos depuis un appareil photo ou depuis un téléphone portable. Donc après, chacun a ses petites spécificités. C'est tout le problème, mais ils sont toujours pas mis d'accord pour que tout fonctionne de la même façon. Ubuntu Software, on va l'enlever des favoris. LED ici, je vais l'enlever des favoris. Writer, je vais l'enlever des favoris, pas tout de suite. Je suis pas fan de ce lecteur audio. Et donc Shotwell, je le ferme, c'est pas la peine de l'utiliser de là. On y reviendra plus tard à l'utilisation de cette barre. Par contre, on peut déjà, d'ores et déjà, parler du paramétrage de cette barre. On a la possibilité dans notre paramétrage, dans l'apparence, de masquer automatiquement la dock et de réduire également la taille des icônes, donc par défaut qui sont à 48 points. J'ai une petite préférence pour 32 sur quasiment tous les écrans.
et donc de rendre cette barre escamotable. Donc, démonstration, je ferme. Là, notre barre apparaît. Si je passe plein écran, notre barre disparaît. Si je mets ma souris le long ici, ça me fait afficher ici ma barre sur le côté. Donc le prochain logiciel est un logiciel qui permet d'éteindre son ordinateur. Donc j'ai Shutdown. Alors pour y avoir accès, on le trouve ici. Au premier lancement, il y a un petit paramétrage que je conseille de faire. Ne faites pas confiance au système en lui-même. Moi, depuis plusieurs générations du système d'exploitation, je modifie systématiquement les paramètres de façon quand tu veux, à ce qu'il fonctionne parfaitement comme de la façon dont je veux qu'il fonctionne. Donc je vais vous montrer ces paramétrages. Vous allez dans édition, préférences, et donc commande personnalisée pour l'arrêt, le redémarrage, la session, mais particulièrement l'arrêt ou le redémarrage. Donc j'ai mis de côté ici pour l'arrêt système CTL Power Off. On clique ici, un petit CTRL V, on voit qu'il a validé d'ailleurs. Le redémarrage, CTRL C, redémarrer l'ordinateur, CTRL V, fermer. Et j'aime bien mettre Firefox et donc que j'ai shutdown ferme mon ordinateur alors que Firefox ou VLC sont en train de fonctionner. Donc j'ai tendance à rajouter une petite ligne de commande, par exemple kill all VLC point virgule kill all Firefox. Et puis à la limite on va mettre même derrière un petit slip SLEEP pendant 3 secondes, histoire d'attendre d'être sûr que les deux applications sont bien complètement fermées avant que la procédure d'extinction ne se mette en marche. Ensuite je ferme et je retourne dans G-Shutdown, fichier quitter, de façon à être sûr, oui, que au prochain démarrage, lancement je veux dire, de G-Shutdown, mes paramétrages soient pris en compte, et à partir de maintenant je vais pouvoir l'utiliser simplement. Je vais pouvoir l'utiliser simplement à une heure et une date précise, ou après un délai par exemple de, on va dire 20 minutes, voilà ici, et je clique une fois. Par défaut, c'est arrêter l'ordinateur, mais on peut choisir autre chose, donc arrêter ou redémarrer, hein, peu importe, ce sera plus souvent arrêté. Et on démarre la procédure, et donc dans 20 minutes, il va se couper. Donc je vais le laisser un petit peu tourner, pour vous montrer que dans quelques minutes, lorsqu'on va toper, on va se retrouver avec le compteur qui aura été décrémenté. On continue à faire nos recherches. Le fond d'écran, je ne reviens pas dessus parce que c'est un paramétrage plutôt de base. Les programmes supplémentaires, Plymouth, je ne vais pas dessus. Grub, je n'en parlerai pas plus, encore que si. Alors, il est bien de paramétrer Grub au démarrage pour ceux qui ont un multi-boot, parce que les autres ne l'ont peut-être pas vu. Ici, et de mettre un time out à 4 secondes. Et ici le hidden avec un dièse devant qui commente la ligne. On valide comme on est sur Nano avec CTRL X. On valide le nom avec O, puis Entrée. Et on fait un sudo. Alors j'ai vu qu'il y avait update. Update grub. Et donc j'ai vu qu'il y avait grub 2 maintenant. Il y a grub et grub 2. Ah bon. Bon, on va mettre grub 2. Mais bon, je pense que grub doit être un raccourci sur grub 2. On le laisse retrouver nos fichiers de démarrage et recréer la liste qu'on trouvera systématiquement à chaque démarrage. Donc on voit qu'on a 2 noyaux pour l'instant, le 28 ici et le 26, on va les voir au prochain démarrage d'ailleurs.
on ferme et on continue. Là, je ne rentre pas dans les détails de l'utilisation du logiciel de rescue, etc., ou de lancement par un ciseau. Unity n'est plus d'actualité. Ultracopieur, je ne vais pas les SNU. Les Snappy, on peut toujours aller regarder. Une petite information, c'est que donc les snaps, ce sont des programmes qui sont installés, mais pas depuis la source habituelle. On voit que pour l'instant ils sont au minimum, et justement parce que la liste des logiciels dont j'ai fait l'installation tout à l'heure et avec mon script est faite systématiquement par apt et donc fait partie des dépôts. L'avantage de ce système est que ces applications sont validées par Canonical alors que les snaps ne le sont pas toujours, et donc c'est par là que dans quelques années on se retrouve avec des virus et qu'il faudra un antivirus dans Linux de la même façon qu'il y est aujourd'hui dans Android, et que bien sûr qu'on en trouve un dans Windows et certainement très rapidement aussi dans macOS. Et oui, c'est comme ça. Donc faites confiance à vos éditeurs et pas à n'importe qui. Snap, c'est parlé. Le réseau, je ne vais pas rentrer, ça fait partie d'un tutoriel qui est complètement à part pour ça. Les ACL non plus, lampe certainement pas ici. Voilà, on a déjà quelque chose qui est à peu près fonctionnel. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails du reste de ce tutoriel. Mon but était surtout d'avoir un paramétrage de base qui soit déjà optimisé par rapport à l'utilisation. CTRL D s'il te plaît, merci. Donc si je stoppe ici, on voit que il s'est passé 4 minutes depuis que j'ai lancé mon que j'ai lancé Shutdown. Donc si j'avais laissé aller jusqu'au bout, il aurait complètement coupé ma session. Que dire de plus? J'ai pas de programme d'ouvert, donc je vais pouvoir redémarrer. Et puis surtout, vous souhaitez une bonne découverte de cette version Ubuntu 20.04 LTS, et espérez qu'on se retrouve dans d'autres tutoriels plus spécialisés quant à l'utilisation de ce super système d'exploitation. À bientôt. J'en ai bien du mal à m'exprimer.